Salut, on est avec Julien Fecteau-Robertson, Jean Bédard et Marie-Claude Chénier. Et on va parler de la philosophie. Ouais, on est courageux de même à Hôtel-Central. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore battu le record mondial de vitesse pour changer de chaîne, vous êtes avec nous et si vous êtes en train de juste chercher la manette pour changer de poste, restez avec nous parce qu'on va essayer de prouver quelque chose. On dit souvent qu'on manque un peu d'amour, ça irait donc mieux si on avait plus d'argent. Je pense sincèrement que ça irait mieux si on avait plus de philosophie dans nos vies. Ah, c'est courageux ce que je viens de dire, là. Non! J'aimerais commencer sur vos parcours respectifs. Quelle est votre relation à la philosophie? Bien, pour moi, c'était vital. Je serais sans doute mort aujourd'hui. Il fallait, moi, que je comprenne la vie avant de la vivre. C'est un peu étrange, c'est assez paradoxal, mais c'est mon cas. Et donc, oui, la philosophie a été très, très importante dans ma jeunesse. OK, c'est ça. Dans ma jeunesse. Vers quel âge, à peu près? Bien, j'ai fait 2 crises suicidaires assez importantes. Et puis, après, j'ai commencé la philosophie, qui m'a désespéré dans son point de départ, aggravé mon cas, mais qui, grâce à un professeur, qui s'appelait le professeur Klimov, et j'ai ressuscité, c'est-à-dire j'ai trouvé une piste, au moins pour commencer à monter la montagne. Ça commence bien, ça commence bien. Jamais de la vie, on aurait pu penser qu'on peut sauver des vies avec la philosophie. Et oui. J'aime ça. Dans ton cas? Dans mon cas, mon Dieu, je dirais pas jusqu'à dire... Mais moi, j'aime beaucoup la parole de Socrate qui dit la philosophie, l'important, c'est pas de vivre, c'est de bien vivre. Puis je suis d'accord avec ça. Mais une fois que tu n'as plus faim, que tu n'as plus froid, puis que tu ne te sens plus menacé, bien, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Puis à partir du moment où tu poses cette question-là, bien, tu as déjà un orteil dans la philosophie, si on veut. T'sais. Fait que je vais commencer d'emblée en disant que je suis pas d'accord avec ce que tu as dit dès le départ. C'est-à-dire que moi, quand je sais pas, tu me contrediras, Marie-Claude, si tu veux. Avec mais plaisir. Mais moi, mes étudiants, ils me disent pas qu'ils aiment pas la philosophie ou qu'ils trouvent ça plate ou qu'ils trouvent ça inutile. Ils sont dans le néant, ils sont vaguement curieux, ils arrivent dans un cours, ils savent pas de quoi il va être question, mais ils savent qu'ils ont 60 heures à passer dans cette salle de classe-là, fait qu'ils ont juste hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Okay. Puis quand tu leur dis, ben c'est un cours où est-ce qu'on va apprendre à réfléchir sur la vie qu'on mène, ils sont comme, ah, OK, voyons voir. Après ça, c'est comment est-ce qu'on réfléchit, puis où est-ce que ça nous mène? Ça, c'est la Oui, c'est ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu sens quand même une relative ouverture là, des jeunes que tu as dans tes cours pour comme essayer de s'intéresser à cette matière-là. Ben, tu sais, c'est que le terme philosophie, c'est tellement vaste, ça peut vouloir dire tellement de choses. Je veux dire, on a... Marie-Claude et moi, on a étudié en philosophie, donc on a une approche peut-être plus académique de la philosophie comme étant l'étude des grands auteurs et une méthode de réflexion assez structurée jusqu'à un certain point. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, la philosophie, c'est réfléchir sur le sens de sa vie, pourquoi on est là, essayer d'échanger avec autrui, comprendre le monde, comprendre les autres. Puis, comme je disais, ça, c'est pas nécessairement tout ça, la philosophie, mais au moins c'est un début. Puis ça, règle générale, les gens, ils aiment ça, discuter, ils aiment ça, réfléchir. Jusqu'à un certain point. D'accord, pas d'accord? Ah, ben il a dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis assez d'accord, mais pour moi, la philosophie, c'est une activité. Hein? On apprend à philosopher. On n'apprend pas la philosophie. C'est un corpus, c'est des propositions que les philosophes ont fait. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à en faire. Comment ils ont fait pour arriver à ces propositions-là? Quelles exigences ils ont développées? Puis nous, ben, c'est un peu transmettre ça, cette culture de l'exigence-là pour parfaire nos visions du monde. OK. C'est intéressant ta vision parce que généralement, on pense à la philosophie comme lire des livres puis réfléchir. Mais chez toi, il y a comme quelque chose de l'action. C'est ce que j'entendais. Est-ce que tu penses que ça vient déjà de ton chemin personnel par rapport à la philosophie? Comment ça a commencé, ton parcours?
Bien, c'est sûr que moi, j'ai été séduite par un de mes profs. Hein? Je veux dire... T'étais Alcibiade. Oui. Je buvais ses paroles. Tu sais, je le trouvais extraordinaire. Je trouvais qu'il était cultivé, qu'il amenait des choses qui m'interpellaient, qui étaient étonnantes. Puis qui m'ont donné envie de réfléchir. T'sais. Puis je pense qu'il a bien réussi. Puis j'espère aujourd'hui être une ambassadrice aussi efficace. OK, dans la transmission de cet intérêt. Dans le goût de philosopher. Moi, OK. c'est ça que je veux transmettre, le goût de philosopher. OK. Ouais. Je sais pas si c'est commun à tous, là, mais là, ça fait comme 2 fois, je pense, que je l'entends. L'importance du mentor en philosophie. L'importance d'une figure, de quelqu'un qui est arrivé dans la vie comme un cheveu sur la soupe, qui a tout changé, qui a fait « Mon Dieu, et la lumière fut ». Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Oui, mais l'importance aussi d'un anti-mentor. Pour moi, Nietzsche, par exemple, ça a été un antidote, vois-tu, quelqu'un qui m'a poussé tellement loin au désespoir que je me suis dit, non, il faut aller dans une autre direction. Okay. Nietzsche, qui en est un des philosophes qui m'a classiques, là, qui est un totalement canon. fasciné. Là. Okay. J'étais fasciné là, à l'extrême, au point où je pouvais m'engager sur sa route jusqu'à la mort. Mais c'est ça qui m'a acculé, d'une certaine façon, à aller en sens contraire. C'est tellement intéressant. J'aimerais m'en aller sur l'idée qu'on peut se rendre jusqu'à la mort à travers le corpus de Nietzsche. Ben, mais c'est parce que... qu'on en reste là. On rentrera pas dedans. J'aimerais qu'on en reste, justement. Vous avez parlé d'un anti-mentor et éventuellement d'un mentor. Est-ce que vous avez eu un mentor ou une figure? Oui, c'est le professeur Klimov, un Russe, et qui, tout à coup, m'a fait saisir que la philosophie, c'est pas du tout l'amour de la sagesse. C'est la sagesse de l'amour. Quand j'ai senti ça, que j'aimais de façon folle, stupide et complètement débile, et que je pouvais apprendre à aimer en sagesse, vois-tu, ça, pour moi, ça a été une première révélation. Wow, fascinant. La philosophie, la découverte à travers ce mentor-là, ça a été une façon de gérer du sentiment. Exactement. Wow. Okay. Tout commence par le sentiment, et ce sentiment-là, il faut le canaliser, hein, l'orienter pour qu'il devienne sage et donc nous conduise, dans le fond, à l'émancipation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dont le parcours philosophique commence effectivement par le mentor. On parlait d'Alcibiade tout à l'heure qui a rencontré Socrate, mais le danger, c'est de rester avec seulement un mentor. Si tu suis un seul maître toute ta vie, t'es pas philosophe, t'es un suiveux. Puis j'ai trouvé ça intéressant ce que Jean disait par rapport à l'anti-mentor. C'est-à-dire, moi, je pense que ce qui m'a mené à la philosophie, d'abord, c'était la révolte. OK. C'était de voir... quand je me suis rendu compte que je vivais dans un monde plein d'injustices, plein de souffrances, plein d'idées qui, à mon sens, n'avaient pas d'allure, j'ai essayé de comprendre d'où venaient ces problèmes-là, de comprendre ces idées-là. Puis ce qui me faisait le plus mal, c'est que des fois, je me rendais compte que les idées qui, a priori, me semblaient révoltantes, avaient un fond de vérité ou de valeur ou de bon sens. Quand tu essaies de comprendre ton ennemi puis que tu le comprends assez bien, par exemple, un Nietzsche ou, dans mon cas, un Robert Nozick, mettons, qu'à première vue, Robert Nozick, je trouvais ça répugnant comme idée, mais à force de le lire, j'ai fait comme, OK, je suis toujours pas d'accord à la fin du livre, mais je comprends mieux pourquoi tu penses de même. Je suis pas familier avec Robert Nozick. Rapidement et simplement, qu'est-ce que c'est son... En gros, c'est un libertarien. Nous n'avons aucun devoir positif envers autrui. Ah oui. Donc, juste celui de ne pas nuire. Exactement. Donc, lui, il s'oppose à toute forme de taxation. Donc, lui, l'État devrait se borner à protéger la sécurité physique des gens, mais il ne devrait pas avoir d'hôpitaux publics, d'écoles publiques ou quoi que ce soit. Et moi, en tant que socialiste invétéré, je trouvais ça répugnant comme idée. Mais en même temps, en lisant Nozick, tu te rends compte, premièrement, qu'il y a des fondements moraux vraiment solides à ce qu'il dit, que si on respecte vraiment la dignité humaine, on ne peut jamais brimer quelqu'un dans sa liberté, et la taxation, c'est ça. Et que, ultimement, lui, ce qu'il dit, c'est « j'empêche personne d'aider son prochain, au contraire, je l'encourage fortement, mais on ne devrait jamais l'obliger ».
Et là, OK, ouais, je suis toujours pas d'accord avec ton point de vue, mais c'est déjà plus respectable. Et quand j'enseigne des penseurs que je n'aime pas ou dont je partage pas les idées, j'essaie autant que possible que mes étudiants, ils peuvent sortir du cours en faisant comme « Hey, je pense que je suis plus d'accord avec Nozick qu'avec Julien, finalement. » Wow. Puis OK. on parlait de l'importance du mentor, je pense que c'est ça aussi. Ouais. C'est de... Mais tu le disais, on n'apprend pas de la philosophie, on apprend à philosopher. Qui c'est que dit la phrase, là, tout ce que je sais, c'est que je sais rien? Ça, c'est une phrase qui est vraie. Parce que moi, je sais tellement rien que je sais même pas qui c'est qui a dit cette phrase-là. Ça, j'en suis fière. Moi, je trouve que c'est bon de savoir rien. Pour vrai, je regrette toutes les affaires que je sais. Là, je tiens dans ma tête des informations négatives. Moi, je pourrais être innocent dans un champ de fleurs. En train de danser, je sais pas, là, de la salsa. Libre de tout ce mal dans le monde. Mais je sais ce qui se passe. J'ai eu introduction à la philosophie quand je suis à l'université. Ça, c'est bon. Ils te donnent des genres de dilemmes là, qu'il faut que tu répondes des affaires, là, comme le dilemme du tramway, par exemple, qui est un des plus populaires. Là. À un moment donné, ils nous avaient demandé si t'es en train de faire de quoi, là, mettons, tu rentres dans une banque. Puis là, tout à coup, tu deviens invisible. Est-ce que tu commettrais des crimes? Moi, j'étais la seule personne qui a répondu absolument oui. Écoute, il y a personne qui me regarde, là. Il y a personne qui va savoir que c'est moi, là. Il y a aucune conséquence. Ben oui. Ben oui, je vais prendre de l'argent. Très rares sont les opportunités où on est invisible. Ça arrive. Jamais. Je sais même pas si c'est de quoi qui est possible. Mais ouais, c'est intéressant, ce cours-là, parce que là, je sais que je suis un voleur en dedans, tu sais. La philosophie arrive à un certain âge hein, dans nos vies. Est-ce qu'on est malléable à cet âge-là? Est-ce qu'on a un intérêt déjà? Ou est-ce que, selon vous, on devrait peut-être commencer à approcher la philosophie encore plus jeune? Ben, Épicure disait qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre la philosophie, hein? Et ni jamais trop tôt, ni jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Mais je pense, moi, que ce qu'il y a dans l'activité philosophique qui pourrait être amené plus tôt, c'est cette espèce d'enthousiasme face à ce qui peut surprendre. OK. Il y a là quelque chose de surprenant qui n'est pas attendu. Ah, ben voyons, tu sais, voir si je m'attendais à ça, tu sais, que, bon, je me questionne à savoir si, je sais pas, moi, les animaux peuvent s'émouvoir devant un coucher de soleil. Peuvent-tu? J'ai pas l'expérience d'être un autre animal que mon genre. Hein? Ouais. L'Homo sapiens, mais dans la tête d'un écureuil ou d'une girafe, tiens. Parce que moi, je compare souvent le regard philosophique au regard de girafe sur le monde. OK. Contrairement au regard de grenouille sur le monde. Qui est vraiment dedans? Ben, qui est, tu sais, son champ de conscience, c'est ça, puis, il se passe quelque chose. Il n'y a là. pas de Mais, recul. voilà. Fait que tu parlais de recul tantôt. Ben, je pense que les enfants n'ont pas encore ce recul-là. Ah! Mais je pense, parce qu'ils sont en train Découvrir. Ben, ils sont en train de se faire leur vision du monde. OK. Rendu à 16-17 ans, ben là, il peut y avoir, parce qu'il y a eu des expérimentations, il y a eu des expériences limites, il y a eu, tu sais, il y a eu des chocs aussi qui ont pu mettre la table pour une réflexion. Mais moi, je pense qu'il y a une opportunité plus jeune que ça parce que il y a l'âge métaphysique qui est à peu près 4 ans chez les enfants, où les enfants se posent des questions sur la mort, sur le sens de la vie. C'est absolument étonnant d'écouter un enfant de 4 ans. Puis l'autre élément, c'est qu'on apprend très tôt aux enfants qu'il y a une seule manière d'atteindre la vérité, c'est la science. Et s'il y a des problèmes qui ne s'adressent pas à la science, bien, tant pis, il n'y a pas de réponse. Hein? Et ça, il faut déjouer ça très tôt. Parce que la science peut répondre, oui, à certaines questions, mais pour ce qui est, par exemple, du sens de la vie, elle reste complètement muette. Et donc là, tu as les arts d'un côté, puis tu as la science de l'autre, puis la voie entre les deux pour répondre à des questions tout de même existentielles qu'un enfant de 4 ans a. OK? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et donc, c'est assez important de non pas donner des réponses à l'enfant de 4 ans,
mais de lui apprendre à passer de question en question pour trouver une piste. Il existe des pistes qui fait qu'à 70 ans, on peut être plus loin qu'à 14 ans. Et c'est ça, pour moi, la sagesse. Être plus loin. Être plus loin, c'est-à-dire être plus satisfait, plus éclairé sur le sens de la vie, par exemple. Il y a une phrase, je ne suis pas très versé en philosophie orientale, mais il y a une phrase bouddhiste que j'aime bien qui dit « Quand tu vois le Bouddha, tu l'es ». Quand tu penses avoir trouvé la vérité absolue que tu cherchais depuis tout ce temps-là, c'est que tu ne l'as pas, détruis-la. Ben oui. Et je pense que la philosophie, c'est ça. Tu sais, à partir du moment où est-ce que tu as fait des semaines, des mois, des années, que tu réfléchis à une question, puis là, tu fais comme « Ah, là, je pense que je l'ai, la réponse ». À partir du moment où tu fais comme ça y est, je l'ai, tu fais comme non. Il y a très certainement quelque chose qui marche pas. Là, on est rentré dans le vif du sujet. On est là comme. Dans le vif? Ben, pas dans le vif, mais dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'on s'approche? Ben voilà. Est-ce qu'on doit s'éloigner? Tout ça. Là, je veux vous ramener là, sur le bon vieux plancher des vaches. Puis quand on travaille puis qu'on paye nos affaires, là, tu sais, penser à c'est quoi la vérité, tout ça, ça change rien parce que de toute façon, c'est ça. Tu sais, il faut que je travaille puis à la fin, on meurt puis merci, bonsoir. Par rapport au bon vieux plancher des vaches. Ouais. Moi, ça fait 9 ans que j'enseigne la philosophie. Ça fait 9 ans que mes étudiants me répètent il n'y a pas de vérité dans la vie, il y a seulement des opinions. Puis ça fait 9 ans que je traite avec eux d'un paquet de sujets, notamment toutes les pseudosciences, toutes les croyances spirituelles, que ce soit les cristaux, la taromancie, l'astrologie, tout ça. Et ça a l'air très, très vaporeux de... Les gens peuvent bien croire ce qu'ils veulent. Après tout, c'est juste une question d'opinion. Ouais. Et là, on se rend compte, depuis 2 ans, qu'on vit dans une pandémie mondiale, puis qu'un de nos problèmes, c'est que les gens ne croient pas à la science. Ouais. Puis que tu peux pas juste régler... Oui, il y a de l'absurde en politique. Pourquoi est-ce que tu portes un masque à tel moment puis pas à tel moment? Pourquoi est-ce que lui a le droit d'aller à telle place pas vacciné alors que lui peut y aller, etc. Il y a un paquet de questions qui se posent comme ça. Puis tu peux pas juste dire c'est juste une question d'opinion. Ça fait 2 ans que les scientifiques essayent de nous convaincre que non, il y a un problème sérieux. Tu peux pas juste dire « moi, je crois pas à ça ». Ça fait des mois maintenant qu'on essaye de dire aux gens « hey, fais-toi vacciner, sinon, il y a des gens qui vont mourir ». Et la mort, c'est mal. Est-ce que tu as l'impression que cette pandémie-là, finalement, a eu comme cet effet-là d'outil? Puis là, c'est quelque chose de fondamental dont je voulais justement tous vous parler. C'est-à-dire, t'amènes le point où est-ce que tout le monde n'est pas égal sur le plancher de la pensée. C'est-à-dire que pour penser correctement, et là, c'est difficile de s'exprimer parce qu'on peut pas dire toi, tu penses correct, toi, tu penses pas correct. C'est pas ça le jeu, là. Le jeu, c'est plutôt de est-ce que tu as les outils vraiment? Puis s'en rendre compte déjà au départ de dire hey, c'est quoi, j'ai peut-être pas tous les outils pour comme comprendre, prendre les bonnes décisions. Là, ça devient plus important ou plus intéressant. Le début de la philosophie, c'est l'humilité, c'est de dire « je sais que je ne le sais pas ». Et justement, dans toute cette pandémie-là, il y a eu des gens qui prétendaient savoir mieux que les autres, mieux que les médecins, mieux que les spécialistes, qu'est-ce qui était bon pour leur santé, et ça amenait à des catastrophes. T'sais. Et évidemment, ça a soulevé un paquet de questions philosophiques, pas seulement sur la valeur de la science, mais aussi sur la valeur de la vie. Comme là, quelqu'un qui nous regarderait dirait genre, OK, ces 3-là, ils pensent qu'ils ont une meilleure opinion que mon opinion. Alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Puis je pense qu'un des trucs marquants là, pour notre société et pour l'avenir du monde, c'est rien de moins, c'est Petit traité d'autodéfense intellectuelle qui est produit par, rappelez-moi le... Baillargeon. C'est un livre, honnêtement, la Bible a été importante dans l'histoire de l'humanité. si ce livre-là pouvait être aussi important, je veux dire, ça montre de quoi il s'agit, justement. Ça s'arrête de faire peur, de dire comme « Ah ben oui, les philosophes, justement, c'est des vaporeux qui font rien, puis ils sont payés à rien faire. » Ils pèlent des nuages. Oui, exactement. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de dire « Ben oui, on pèle des nuages, mais avec nous, le soleil revient. » C'est comme important de pelleter des nuages. Ouais. C'est bizarre, mais c'est important. Comment tu le transmets à tes jeunes? Est-ce que d'abord, ce livre-là, est-ce qu'il est comme au cursus obligatoire? Ou... je sais qu'on a un collègue qui le met au programme, mais dans un cours qui s'appelle justement Autodéfense intellectuelle. Okay. Donc là, on en fait vraiment une formation spécifique. Mais quand je parlais d'exigence, là, on est là-dedans. C'est quoi tes critères qui te permettent d'évaluer ce que tu vis? Parce qu'on évalue ce qu'on vit. Ça me plaît pas, je suis content, je suis pas content, etc. T'sais. Il y a un trésor de sagesse, 2500 ans de sagesse déposée, là. Hein? Puis on rouvre le coffre rarement.
Tu sais, moi, ce que je veux faire avec mes élèves, c'est d'amener d'abord le questionnement et ensuite la curiosité d'aller ouvrir ce coffre. Tu sais, parce que ce coffre-là, il est comme un peu la boîte de Pandore. Hein? C'est tout de même important d'avoir la perspective historique. J'enrichis là-dessus parce que si on a un long métrage, puis on arrive, disons, aux 10 minutes juste avant la fin, c'est très difficile de comprendre le film. C'est très difficile de comprendre le film. Alors, il faut tout de même avoir au moins quelques séquences du film pour essayer de le saisir. Où en est-on? Bien, justement, je voulais revenir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, en philosophie, oui, on arrive généralement en disant « j'ai une opinion et je crois qu'elle est meilleure que la tienne ». Ah oui, hein? Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle est indiscutable, qu'elle est absolue et qu'elle est tout ça. Par contre, moi, je le dis souvent à mes étudiants, n'importe quel imbécile peut avoir une opinion dans la vie. Avoir une opinion soutenue par un argument, c'est déjà mieux. Avoir une opinion soutenue par un argument et tenir compte des arguments et des pensées des autres, c'est encore mieux. Et avoir une opinion soutenue par un argument en tenant compte des arguments des autres basés sur une tradition millénaire, ben là, ton opinion, elle commence à avoir quand même assez de solidité. Est-ce que, je le sais dans ton cas, mais est-ce que vous pensez que la philosophie est vraiment un apport de joie dans une vie ou un apport de bien-être? C'est pas obligatoire, mais est-ce que ça peut être ça aussi? Ben oui. Moi, je dirais que d'abord, je pars du présupposé qu'un esprit curieux, il s'emmerde jamais. That's it. C'est vraiment ça. Tu sais, mets-toi à la découverte, pars à l'aventure. Tu sais. Puis, dans ton bagage, ben, tu as les outils que les philosophes ont utilisés puis qui ont fait leurs preuves et tout et tout. Donc, tu pars avec... Hein, les outils de 2500 ans de sagesse déposée. On n'est pas démunis, là. Mais il faut apprendre à bien s'en servir. Hein, c'est ça aussi, là. J'aime beaucoup ce que tu dis, le fameux thème de l'ennui, parce que je réfléchis de plus en plus à ça ces temps-ci. À quel point, aujourd'hui, aussitôt que tu as 2 minutes de libre, on a peur de l'ennui. Et effectivement, je veux dire, moi, je me souviens pas de la dernière fois dont je me suis ennuyé dans la vie, pas parce que j'ai tout le temps la machine à poche qui m'aide à me désennuyer, mais parce qu'effectivement, aussitôt que j'ai 2 minutes de libre, j'attends l'autobus ou quoi que ce soit d'autre, ben, je fais comme, ah ouais, l'autre jour, je parlais avec telle personne. Je parlais avec Marie-Claude l'autre jour est-ce qu'il y a une beauté objective à la musique, par exemple? Et là, ah ouais, elle me disait telle chose, peut-être. Finalement, elle avait peut-être raison là-dessus. Oui, des fois, je me dis ça. Ben, je suis contente de l'entendre. Oui, c'est tout à fait vrai, sauf qu'on philosophe tous, c'est-à-dire qu'on converse tous. Oui. Converser, hein? Essayer de s'orienter ensemble. Sauf que si tu n'as pas de moyen d'avancer, la conversation tourne souvent en rond. Puis là, on retombe dans l'ennui, puis on ne sort pas de la conversation vraiment enrichi. On a juste brassé les mêmes opinions, puis sont retombées les mêmes opinions. Tandis que tout à coup, lorsqu'on apprend à converser, c'est-à-dire vraiment à progresser en parlant, bien là, c'est le fun. Ça devient plaisant. Tu sais, c'est comme jouer aux cartes ou jouer aux échecs puis sentir que tu avances plutôt que de juste tourner en rond. Et c'est plaisant. C'est tout de même plaisant de sentir que tu avances, que tu as trouvé une route, une piste, un chemin, un petit bout, en tout cas, qui t'aide à sentir la vie puis à mieux aimer. Tu sais, à mieux aimer. Je peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissant parce que, clairement, on va bientôt voir le Festival de la philosophie de l'Est du Québec. Grâce à vous, il va y avoir plein de gens. Vous avez convaincu toute la population de se mettre à la philosophie. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est une interprétation vraiment psychédélique de la Casa grecque, c'est ça? Ouais, ben en fait, c'est Socrate qui a écrit cette chanson-là en 1422. Absolument. Puis après, ça a été repris par le fameux restaurant de son propre nom. Mais moi, la philosophie, toi, tu as eu des cours de philo au cégep? Oui. Est-ce que ça t'a marqué, les cours de philo? J'adore. Moi, ce que j'ai vraiment aimé de la philosophie, c'est on nous montrait comment argumenter avec bon sens.
La chose qui m'a le plus marqué, moi, c'est quand on a appris à propos des sophismes. Est-ce que tu te souviens des sophismes? Oui, ben oui, un argument qui sonne vrai, mais qui est faux, en fait. Mais qui est pas nécessairement faux, mais qui est teinté... Trompeur. Qui est trompeur, c'est ça. Genre, je suis beau bonhomme. Là, tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose de trompeur. Mais c'est pas un sophisme! C'est pas un sophisme! Okay. Parce que t'essaies pas d'utiliser un argument pour prouver un point avec de quoi qui n'a pas de bon sens. Tu fais juste dire quelque chose. Okay, qui est beau bonhomme. C'est les goûts. Ça, c'est ton... Okay. Tous les goûts sont dans la nature. Puis moi, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il est beau bonhomme. Là, dites-le à vos femmes, vos enfants et à tout le monde. Ce n'est pas un sophisme. Moi, je peux te dire, mes sophismes préférés, je suis allée chercher dans ma mémoire et aussi sur les listes officielles de sophismes. Qu'est-ce qu'il y avait? Et j'ai pris mes préférés, ceux qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Parce que avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus facile d'argumenter avec des gens, avec des arguments de marde, disons-le, et d'utiliser les sophismes. Oui. Et il y en a beaucoup qui reviennent. Mon premier préféré, c'est le faux dilemme. Okay. Le faux dilemme, ça veut dire si quelque chose est pas ça, ben c'est ça, automatiquement. Ah oui. Oui. Si c'est pas une affaire, c'est l'autre. Par exemple, quand quelqu'un dit ben, la médecine n'a pas expliqué comment la personne est guérie, c'était un miracle. Ah. Automatiquement. Il n'y a pas d'autre explication logique que la médecine n'explique pas, c'est un miracle. Un autre que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est la généralisation hâtive. C'est aussi un exercice d'addiction. Ma sœur a guéri ses problèmes d'intestin avec une cure de jus. Donc, la cure de jus, ça fonctionne. Oui. Donc, c'est un peu ça, la généralisation hâtive. On salue le frère André et l'autre Pâques au passage. Ça, j'aime le nom parce que en anglais, il y a plus de sens. En français, ça s'appelle le hareng fumé. Le Flaming Hareng, je pense. Okay. Et celui-là, c'est de détourner le sujet. C'est l'appât. Donc, pour ça, le hareng. Donc, on détourne le sujet et ça, c'est utilisé énormément en politique. Admettons, on va poser une question sur l'environnement. Oui. À un politicien, et cette personne-là va répondre « Oui, mais l'économie, là, faut pas oublier qu'on est dans le trouble financier. » Il va juste détourner en parlant de quelque chose d'autre, en essayant de détourner le sujet. C'est utilisé beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de sophismes qui sont utilisés en politique et dans les arguments sur Facebook. C'est très, très, très commun. On a, celui-là, il est en latin, je pense. Bon. Argumentum ad hominem. Il y avait dedans. C'est sûr, c'est du latin. Ça doit être du latin. C'est du latin. Je vais pas me prononcer d'un coup que c'est pas ça. C'est quoi, argumentum? C'est répondre à un argument. Ça, c'est un grand classique sur Facebook, OK? Répondre à un argument en attaquant personnellement la personne. Ah, ben de toute beauté. Ça, on adore ça sur Facebook. Je n'aime pas la façon dont cette personne-là s'est exprimée dans le vidéo, et quelqu'un en dessous répond « Ouais, ben toi, avec tes fautes d'orthographe puis ton chat sur ta photo de profil, t'es pas mieux. » Ça, c'est un superbe exemple de argumentum ad hominem. Et finalement, ça, c'est un de mes préférés aussi, là, j'adore celui-là, la pente fatale. Et je pense que c'est un des plus connus, la pente glissante et la pente fatale, où on dit, mon préféré, c'est « Si on légalise le pot, tous les jeunes vont en fumer, s'ils vont être dans leur classe, ils vont abandonner l'école, puis on va avoir une société de BS. Ça, là... Ben, l'équipe technique est une preuve du contraire. Exactement, ils ont tous... Exactement. Ils sont tous très éduqués. Oui, c'est amusant, finalement, tout ça. Ça me donne envie de créer un compte Facebook juste pour s'amuser à faire ça. Mais moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est d'aller sur Facebook, sur les arguments de gens puis de juste commenter « Ah, ça, c'est un génial hareng fumé que tu nous sers là. » Puis juste aller commenter en dessous des gens quel sophisme ils ont servi en commentaire, juste pour le plaisir. Populatum, machin chouette. Ah ouais, ad populum malinum. Wow!